L'histoire commence dans la salle du trône d'Akashic, la dirigeante de l'organisation maléfique Agastia. Elle discute des performances de l'organisation avec le général Mégistus. Selon les rapports de Mégistus, Agastia vise non seulement à dominer le monde, mais ses rivaux ont également des ambitions similaires. Leurs enquêtes révèlent que leurs rivaux luttent contre l'organisation de héros basée dans la région d'Ibaraki Tsukuba. L'organisation de héros, dirigée par Ibali GR, a vaincu leurs ennemis, y compris l'Empire submarine Zabom dans la région de Shibaki Zarazu, vaincu par le puissant chevalier Yatsurugi, connu sous le nom de Dieu Phénix. Akashic reconnaît qu'Agastia est également confronté à des défis de la part de l'organisation de héros. Mégistus lui assure que le département de développement d'Agastia a préparé de nouveaux monstres pour lutter contre cette menace. Il promet que bientôt, Akashic assistera aux meilleures créations du département en action. Pendant ce temps, dans le département de développement des surhommes d'Agastia, Tuka Kuroatsu, assistante chercheuse, est dans le chaos car le professeur Sadamaki n'a pas préparé la dernière proposition de monstre, malgré la date limite de présentation imminente. Le professeur Sadamaki, peu concerné par la date limite, délègue toutes les responsabilités de présentation à Kuroatsu. Le professeur Sadamaki suggère négligemment que Kuroatsu peut terminer la proposition en 10 minutes. La faisant paniquer encore plus car sa sécurité d'emploi est en jeu si elle échoue à présenter le chef-d'œuvre d'Agastia. Sans autre option et le temps qui presse, Kuroatsu décide à contre-séure d'utiliser une proposition partiellement terminée. Lors de la réunion, tous les hauts responsables d'Agastia trouvent la proposition exceptionnellement mince par rapport aux précédentes, ce qui crée une confusion parmi eux. En réalisant la confusion, Kuroatsu admet que sa proposition ne couvre que les points essentiels. Elle présente ensuite leur chef-d'œuvre, le monstre créé, qui, à en juger par son apparence, semble loin d'être effrayant, en fait très mignon. Cela contredit les principes d'Agastia, car l'apparence du monstre n'a pas atteint le stade de réalisation de leur chef-d'œuvre prévu. Cette erreur découle des actions du professeur Sadamaki, car il n'a cessé de repousser arbitrairement la date limite, ce qui a conduit à ce que leur projet ne soit jamais terminé. En raison de son comportement, seule cette idée est venue à l'esprit de Kuroatsu. De plus, traiter avec Mégistus, connu pour appliquer une pression intense, s'avère difficile. Pendant la présentation, Kuroatsu doit argumenter avec Mégistus, expert en débat et en idéologie, ce qui en fait un adversaire redoutable. Malgré cela, Kuroatsu, animé par la détermination et l'idée qui a émergé pendant la présentation, déclare que bien que le monstre ait l'air mignon, il a en réalité un double corps à l'intérieur. Ainsi, lorsque les héros détruiront le corps du monstre, une forme terrifiante émergera. Cette idée reçoit des applaudissements des dirigeants et des autres généraux, sauf de Mégistus, qui reconnaît que l'idée géniale de Kuroatsu était spontanée. Par conséquent, la proposition est rejetée, et Mégistus repousse la date limite pour le rapport. Après la réunion, Kuroatsu se sentait épuisé. Peu de temps après, Mégistus s'approcha de l'équipe de développement, sa présence ajoutant un sentiment d'horreur. Kuroatsu a blâmé le professeur Sadamaki pour la mauvaise performance de l'équipe. Cependant, l'intention de Mégistus n'était pas de punir mais d'offrir un soutien, comprenant les défis de l'équipe. Il avait reçu des informations sur leur travail constant en heures supplémentaires et le sacrifice des congés personnels pour le devoir. Si Kuroatsu et ses amis avaient communiqué leurs obstacles, Mégistus aurait reporté la réunion. Entendant cela, le professeur Sadamaki et Kuroatsu se sentirent soulagés et Mégistus souligna également que les erreurs passées ne devraient pas être répétées. Pendant la pause déjeuner, Kuroatsu s'arrêta au mini-market pour acheter de la nourriture pour le professeur Sadamaki. Là, le vendeur, Kenji, une figure de héros, s'enquit du travail de Kuroatsu. À contre-séure, Kuroatsu admit qu'elle ne pouvait pas divulguer son travail. Cela surprit Kenji, qui se demandait quelle était la nature du travail secret de Kuroatsu. En arrivant au laboratoire, Kuroatsu suggéra au professeur Sadamaki de déjeuner, mais il insista pour finir son travail d'abord. Observant leur nouvelle création approcher de la fin, Kuroatsu exprima son enthousiasme et félicita le professeur Sadamaki pour son dévouement. Pendant ce temps, le monstre qu'ils avaient développé, Wolfbet, était impatient de prendre sa forme réelle car il en avait assez de combattre les héros uniquement dans son esprit. Akashic resta dans la salle de recherche, ajoutant à la charge de travail de l'équipe de développement. Peu de temps après, Wolfbet émergea sous sa forme physique. Cependant, en réalisant qu'il avait un corps féminin, Wolfbet fut surpris. C'était la décision d'Akashic de donner à Wolfbet une apparence mignonne plutôt que féroce. De plus, l'équipe n'a pas réussi à ajuster la conscience de Wolfbet pour correspondre à sa nouvelle forme, même si dans un corps féminin, Wolfbet pensait toujours être masculin. En raison de contraintes budgétaires, il ne pouvait pas stabiliser la forme et la conscience du corps de Wolfbet, ce qui le désolait. Pendant ce temps, Kenji réfléchissait au travail secret de Kuroatsu, qui commençait à affecter ses activités d'équipe. Au milieu de sa curiosité, Wolfbet lança une attaque, déterminé à remporter le combat et à augmenter sa commission, quelles que soient les circonstances. D'autre part,
Kuroatsu se demandait comment elle s'était retrouvée dans une zone remplie de héros locaux, se demandant si elle avait été rétrogradée et affectée à des tâches en dehors de la ville. Peu après, Mégistus est arrivé et a demandé à Kuroatsu de choisir entre une boîte rouge et une boîte noire. Cela a provoqué la panique de Kuroatsu, croyant à tort que les deux villes étaient attaquées. Pendant ce temps, Matsuyama vérifiait les employés et rencontra une femme nommée Karen Mizuki qui avait par erreur embarqué dans la voiture de l'entreprise. Malgré sa réalisation de l'erreur, Mizuki avait déjà signé le contrat et reçu un salaire, incapable de se retirer du poste. Pour Matsuyama, atteindre le quota du groupe était tout ce qui importait, peu importe si la bonne personne était recrutée. Finalement, Kuroatsu réalisa son malentendu. La boîte donnée par Mégistus n'était pas une bombe mais de la nourriture. Mégistus expliqua qu'Agastia interdisait strictement le terrorisme contre les civils, ce qui rendait impossible pour lui d'apporter une bombe dans le Shinkansen. Au cours de la conversation, Mégistus mentionna que la tâche cette fois-ci était d'observer les monstres des organisations rivales. Voyant la réaction de Kuroatsu, Mégistus était convaincu qu'elle n'avait pas été informée du voyage d'affaires par le professeur Sadamaki. Kuroatsu a confirmé cela, mentionnant qu'on lui avait seulement dit de prendre le Shinkansen le lendemain matin. Elle se souvint du ton anxieux dans la voix du professeur Sadamaki, qui l'a momentanément effrayée. Lorsque Kuroatsu et le professeur Sadamaki ont été convoqués, elle n'a rien divulgué sur son travail. Plus tard, Mégistus demanda à Kuroatsu de finir sa nourriture. Observant Mégistus occupé mais efficace, Kuroatsu se demandait. Mégistus expliqua qu'il utilisait efficacement son temps même pendant les voyages, équilibrant travail et repos. Cette révélation surprit Kuroatsu, car Mégistus possédait une capacité unique à penser séparément, en considérant simultanément des perspectives subjectives et objectives. Quand une partie de son cerveau travaillait, une autre se reposait. Mégistus trouvait également le temps de jouer à un jeu développé par la filiale d'Agastia, dont il était responsable du jeu. C'est pourquoi il prenait toujours le temps de jouer à des jeux pour avoir du matériel d'observation. De plus, Mégistus essayait également tous les produits par Agastia. En atteignant la destination, Mégistus et Kuroatsu observèrent la bataille entre leurs rivaux et l'organisation de héros locaux. Après avoir rassemblé les données, Kuroatsu analysa la situation et conclut que l'équipe de méchants aurait du mal à lutter contre 6 héros simultanément. Mégistus félicita alors Kuroatsu pour son rapport précis, concis et clair. Peu après, comme l'hôtel était complet, Mégistus attribua l'espace restant à Kuroatsu. De plus, par considération morale, il ne serait pas approprié qu'un homme et une femme partagent une chambre. Bien que Kuroatsu se sentît mal à l'aise avec son patron, elle envisageait de séjourner dans un autre hôtel. Cependant, Mégistus ne le permettait pas, car cela perturberait leur temps de repos, ce qu'il trouvait embarrassant. Observant l'enthousiasme de Mégistus, Kuroatsu accepta la générosité de son patron. Plus tard, dans sa chambre, elle s'enquit de la situation de Mégistus. Mégistus révéla qu'il avait trouvé un logement dans l'espace ouvert parmi ceux qui n'avaient pas pu réserver de chambre. Même en se reposant, Mégistus s'assurait de remplir ses devoirs sans déranger les autres. Pendant ce temps, Mizuki semblait triste à cause de son implication dans un travail lié au combat. Dans l'atmosphère calme, Mizuki réfléchit à sa mère et lamenta les défis de la vie à Tokyo. Le lendemain, en raison du manque de personnel, Wolfbet fut enrôlé à contre-séure par l'équipe de développement. Pendant ce temps, le professeur Sadamaki dévoila sa dernière création, le canon Thunderbird, inspiré d'un oiseau géant légendaire. Ce nouveau monstre vantait un puissant canon électromagnétique qui pouvait être chargé avec la foudre, permettant des attaques aériennes. En voyant le prototype, Kuroatsu se sentit mal à l'aise car il nécessitait une coordination entre plusieurs départements. Ses inquiétudes se sont avérées justifiées car le processus de conception était confronté à des révisions constantes, aboutissant à un produit final qui s'éloignait considérablement du concept original. Malgré cela, tous ceux impliqués ont célébré la création réussie du canon. Plus tard, Kuroatsu présenta son chef-d'œuvre initial, le monstre Hydra. Malheureusement, en raison de contraintes budgétaires et de temps, le produit final ne correspondait pas à la terreur et à la puissance prévue, s'éloignant du design et des principes originaux. Cela a affecté la performance de l'Hydre, car sa capacité principale, la mobilité empoisonnée, n'a pas pu être mise en œuvre en raison de contraintes budgétaires. Par conséquent, face à des héros comme Bladé avec une agilité supérieure, l'Hydre est devenu une cible facile. Bladé, se précipitant pour vaincre l'Hydre avant son travail à temps partiel, le considérait comme crucial pour éviter une réduction de salaire. Pendant ce temps, Mizuki, fatigué du travail de méchant, a initialement refusé l'offre de Matsuyama. Cependant, tenté par la promesse d'un emploi plus détendu et de bonus de fruits de mer, Mizuki est tombé dans le piège de Matsuyama. D'autre part, Kenji peinait à concilier ses devoirs de héros avec son emploi à temps partiel, se sentant épuisé en regardant les nouvelles. Observant la renommée des héros autorisés par rapport aux apprentis comme lui, Kenji se demandait pourquoi les héros magiques étaient plus célébrés que les masqués. Peu après, Kuroatsu décida de commander à manger.
Kenji remarqua que Kuroatsu semblait troublé par son travail. Incapable d'expliquer son emploi, le silence de Kuroatsu amena Kenji à mal comprendre, pensant qu'elle travaillait pour un patron exigeant dans l'industrie du divertissement. Initialement en colère contre cela, Kenji fut surpris lorsque Kuroatsu expliqua finalement son travail, qui n'était rien de tel qu'il l'avait imaginé. Kuroatsu admit qu'elle avait rencontré des défis dans son projet, qui n'avaient pas répondu à ses attentes malgré sa confiance initiale. Kenji compatit, mentionnant les difficultés de son propre emploi, rappelant à Kuroatsu que choisir son emploi signifiait accepter ses défis. Cette réalisation a aidé Kuroatsu à cesser de se lamenter sur son échec, et elle remercia Kenji pour son point de vue. Plus tard, alors que Kuroatsu commandait sa nourriture, elle réfléchit à ses luttes avec le projet Hydra, toujours en lutte avec le budget et les délais. Se sentant dépassée, Kuroatsu laissa tomber accidentellement ses fichiers de projet. Heureusement, Kenji l'aida à rassembler les fichiers éparpillés tout en s'occupant de ses clients. Malgré les défis immenses, Kuroatsu reste déterminée à ne pas abandonner, animée par un objectif profond qu'elle ne peut oublier depuis le début de son travail. Ces paroles éclairent le cœur troublé de Kenji, le soulageant du fardeau de gagner de l'argent tout en poursuivant ses devoirs de héros. Kenji réalise que sa motivation initiale pour les activités de héros était d'aider les autres, ce qui lui donne un nouveau sens à sa vie. Reconnaissant pour cette révélation, Kenji exprime ses remerciements à Kuroatsu. Pendant son habituel service de nuit du samedi, Kenji est attaqué par Kuroatsu et Hydra. Protestant contre cette attaque inattendue, Kenji se retrouve dans un dilemme. Pendant ce temps, Mizuki est surprise lorsqu'elle est confrontée à une tâche de méchant à Hokkaido, en contradiction avec l'assurance décontractée de Matsuyama. D'autre part, Kanon assiste à un entretien d'embauche mais ne parvient pas à décrocher le poste en raison de ses compétences orientées vers le combat. Contraint de travailler comme mascotte pour joindre les deux bouts, Kanon rencontre de nouveaux héros magiques dont les identités restent inconnues en raison de leur tenue décontractée. Alors que le signal de monstre est détecté par le système de Reo et Yuto, il se transforme rapidement en mode héros et affronte Hydra, qui profitait de son temps libre. Incapable de riposter, Hydra choisit de fuir, mais les héros ne la laissent pas échapper et continuent à attaquer. Kanon vient rapidement en aide à Hydra lorsqu'il ressent son danger, utilisant son choc électrique pour neutraliser les héros et la sauver. En guise de remerciement, Hydra prépare un repas pour Kanon en signe d'appréciation. Ailleurs, Adamant se bat contre Bladé, obtenant initialement l'avantage avec son pouvoir magnétique, qui immobilise son adversaire. Cependant, Bladé, habile dans les combats à main nue, surmonte la situation en se battant sans compter sur son épée. Avec un puissant coup de poing, Bladé vainc Adamant, ce qui met en colère l'exécutif d'Agastia nommé Immortal Kamula. Malgré l'explication d'Adamant selon laquelle il n'avait pas anticipé le changement de tactique de Bladé, il fut quand même considéré comme un échec. Pendant ce temps, Kuroatsu exprimait son ambition de devenir un cadre d'Agastia. Bien que la responsabilité soit énorme et nécessite une force physique, les femmes cadres sont encore très peu nombreuses. Kuroatsu estime donc que ses chances d'accéder au poste de cadre sont encore largement ouvertes et que le salaire de cadre est très élevé. Cependant, le professeur Sadamaki lui a conseillé de se concentrer sur la création de nouveaux monstres pour combattre les héros Bladé à la place. À cette occasion, Wolfbet proposa le monstre éternel Cosmic Holdingo entouré de ses flammes éternes. Elle comme son dernier chef-d'œuvre. Mais le professeur Sadamaki rejeta l'idée, la jugeant inadéquate. Pendant ce temps, Kuroatsu avait une idée, mais les matériaux de recherche actuels n'étaient pas suffisants pour concrétiser sa vision. Le professeur Sadamaki nota que l'équipe de développement avait besoin des derniers matériaux de recherche pour que leur projet progresse. Lors de leur discussion, Kamula de l'équipe de développement arriva inopinément pour mener une évaluation personnelle. Cela surprit Kuroatsu et les autres car de telles évaluations étaient généralement effectuées par l'exécutif Jaguar. Cependant, les évaluations de Kamula entraînaient souvent la confusion et elle interférait fréquemment avec les plans de l'équipe de développement. Lorsque l'équipe de développement présenta son rapport de recherche, Kamula sembla oublier tout ce qui avait été discuté. Cela poussa Kuroatsu à critiquer la structure hiérarchique au sein de l'organisation criminelle. Elle souligna que les cadres offraient des conseils et des critiques qui ne correspondaient pas au travail de l'équipe. Ce déséquilibre entraînait des situations comme celle de Wolfbet, à l'origine masculin, transformé en femme, et Kanon, basé sur un oiseau légendaire, modifié pour ressembler à un poussin. Kamula critiqua ensuite la performance de l'équipe de développement. Cependant, Kuroatsu et son équipe se sentirent soulagés car la critique de Kamula semblait sensée et pertinente par rapport à leur travail. Kamula demanda pourquoi le budget de l'équipe était si élevé. Ce qui poussa Kuroatsu à expliquer que c'était nécessaire en raison de l'inclusion d'une zone grise dans la mémoire des monstres dans chaque chef-d'œuvre qu'il créait. En règle générale, les monstres suivent des instructions programmées, mais la zone grise permet l'individualité et la flexibilité, permettant aux monstres d'accomplir diverses tâches. Malgré cela, Wolfbet exprimait son malaise avec son corps féminin, car son programme de base était masculin. La zone grise permettait également à Kanon de se battre à distance et de servir de mascotte lors d'événements d'entreprise.
Après avoir compris l'explication, Camula s'abstint de commenter davantage sur le budget, jugeant les dépenses raisonnables compte tenu des résultats. Cependant, elle exprima des inquiétudes concernant le fait qu'aucun des monstres créés ne pouvait vaincre Bladé. Kuroatsu admit qu'ils avaient besoin de sujets de recherche pour améliorer les capacités des monstres, puis elle suggéra à Camula de faire don de ses cellules corporelles. Bien que Camula soit d'accord, l'équipe de Kuroatsu devait être capable de les prélever elle-même. Ensuite, le combat commença, mais Wolfbet échoua. Même Kuroatsu et le professeur Sadamaki ne furent pas épargnés par les attaques de Camula. Avant de partir, Camula rappela à l'équipe de développement de montrer de meilleures performances lors de la prochaine évaluation. Kuroatsu demanda alors la permission d'observer pour créer le dernier chef-d'œuvre. Elle décida de commencer par assister à un concert d'idoles pour étudier comment les idoles influencent leurs fans, espérant l'utiliser comme référence pour façonner le personnage de son chef-d'œuvre. Par hasard, Kuroatsu rencontra Camula lors du concert. Malgré sa gêne, Camula fut émue aux larmes par le chant de Bavalois. Après le concert, Kuroatsu et Camula eurent une conversation, au cours de laquelle Kuroatsu mentionna qu'il n'y avait rien de mal à ce que les monstres profitent de la vie comme les humains. Les larmes de Camula continuaient de couler alors qu'elle exprimait son admiration pour Bavalois. Saisissant l'occasion, Kuroatsu collecta discrètement les larmes de Camula avec un mouchoir. Elle exprima ensuite son désir d'en apprendre davantage sur les idoles auprès de Camula et lui demanda son assistance. Camula accepta volontiers de partager des informations et proposa même de prêter des objets liés à son idole préférée. En observant la vaste collection de Camula et son admiration passionnée pour Bavalois, Kuroatsu ne put s'empêcher de penser à Camula comme à une otaku. Les jours suivants, en remarquant le mouchoir sur la table, Camula réalisa que ses larmes étaient utilisées pour la recherche par Kuroatsu. Cette révélation choqua Camula, qui se sentit exploitée pour son état émotionnel, car Kuroatsu avait obtenu ses cellules sans son consentement. Le lendemain, le professeur Sadamaki demanda l'aide de Kuroatsu pour observer les monstres au parc d'attractions d'Agastia. Le grand leader et Wolfbet se portèrent volontaires pour se joindre à eux, exprimant leur désir de soutenir Kuroatsu dans son travail. Cependant, une fois sur le terrain, ils se contentèrent de s'amuser au lieu d'observer. Lorsqu'ils rencontrèrent des ballons, le grand leader demanda à Wolfbet d'en acheter un. Plus tard, lorsqu'une enfant nommée Mira exprima son désir pour le dernier ballon restant, le grand leader insista d'abord pour qu'il aille à la personne la plus forte. Cependant, voyant la déception de l'enfant, il lui remit gracieusement le ballon, prétendant qu'il en était fatigué. Reconnaissante pour le geste, la mère de Mira remercia le grand leader. Pendant que Kuroatsu discutait avec les monstres d'Agastia, Wolfbet se retrouva dans une bagarre avec une créature de Blacklore, car elle dérangeait Mira. Malgré sa réticence, Wolfbet endura l'assaut pour protéger Mira. Peu après, le grand leader, qui avait disparu un moment, revint et détruisit rapidement la créature de Blacklore. Cet acte de destruction de la créature de leur rival inquiéta Kuroatsu car cela pourrait escalader les tensions entre les organisations. Cependant, lorsqu'ils tentèrent de fournir des détails pour les réparations, tant le grand leader que Wolfbet eurent du mal à se rappeler l'apparence exacte de la créature de Blacklore. Entre-temps, Mizuki reçut une offre d'emploi de la part de Matsuyama. Peu importe ce que Matsuyama proposait, Mizuki décida de refuser, convaincu que le travail impliquerait des situations de combat. D'autre part, le professeur Sadamaki et Kuroatsu étaient ravis lorsque leur proposition pour de nouveaux équipements de recherche fut approuvée. Cependant, leur joie fut de courte durée lorsque Wolfbet leur rappela que tous les cadres devaient la tamponner. Kuroatsu suggéra alors de répartir la tâche d'obtenir les tampons entre elle-même et Wolfbet, commençant ainsi leur parcours. La tâche fut pleine de difficultés, certains cadres vivant dans des endroits reculés comme les montagnes ou sous l'océan. Kuroatsu dut se battre pour certains tampons, tandis que Wolfbet affrontait des cadres têtus. Malgré les défis, ils réussirent à collecter tous les tampons. Cependant, en atteignant la direction, ils découvrirent un tampon de rejet parmi les approbations. Cela les obligea à recommencer le processus de collecte, les laissant contrariés et réticents à continuer. Depuis lors, une nouvelle règle a été établie, stipulant que les tampons d'approbation seraient numériques plutôt que manuels. Le lendemain, le professeur Sadamaki, Koharu Oen et son collègue Elbaki, visitèrent Agastia depuis Blacklore, l'organisation rivale. Ils étaient venus transmettre que leur entreprise ne chercherait pas de compensation pour les monstres détruits par le leader d'Agastia. Au cours de la visite, Kuroatsu et son équipe découvrirent que le professeur Oen était un ancien camarade de classe du professeur Sadamaki. Le professeur Oen saisit l'occasion pour promouvoir son chef-d'œuvre, Elbaki, visant à montrer sa supériorité sur le travail de Sadamaki. Elle considérait Sadamaki comme une rivale et croyait que Blacklore était supérieur à Agastia. Cependant, lorsqu'elle apprit le premium free des d'Agastia par Camula, elle fut surprise. Contrairement à Blacklore, Agastia offrait du temps libre aux employés, ce que le professeur Oen trouva inattendu. Kuroatsu souligna l'avantage d'Agastia de payer les heures supplémentaires, ce qui fit regretter à professeur Oen son lieu de travail. Malgré cela, par fierté,
le professeur Owen ne pouvait pas reconnaître les lacunes de Blacklore et mit fin rapidement à la visite. À l'approche de la Saint-Valentin, Kuroatsu eut l'idée de créer un monstre en édition limitée spéciale. Sadamaki exprima des inquiétudes quant à de telles entreprises se soldant souvent par des déceptions. Néanmoins, l'équipe de développement se réunit pour discuter des matériaux et du design pour le monstre. Compte tenu du thème de la Saint-Valentin, du chocolat synthétique fut proposé comme matériau principal. Cependant, le grand leader insista pour utiliser du vrai chocolat, soulignant l'importance de l'authenticité dans les produits de la Saint-Valentin. Voyant que l'équipe ne comprenait pas l'essence du chocolat de la Saint-Valentin, le grand leader offrit des leçons de chocolaterie privée. Pour se procurer la quantité nécessaire de chocolat, l'équipe chercha un fournisseur, et Wolfbet trouva un fournisseur approprié nommé la société Mercury. Avec le fournisseur sécurisé, des jours furent passés à fabriquer du chocolat et à peaufiner le projet. Finalement, un monstre nommé Melty fut créé, entièrement composé de chocolat pur. Malheureusement, alors que Melty était sur le point d'être déployé contre Bladé, un problème survenu avec le fournisseur de chocolat d'Agastia. On découvrit que les ingrédients du chocolat contenaient une substance métallique dangereuse, présentant un risque en cas de consommation. Par conséquent, Mégistus n'approuva pas le déploiement de Melty sur le terrain pour éviter de ternir la réputation d'Agastia. En conséquence, le lancement fut reporté de plusieurs mois, laissant Melty et l'équipe du projet découragés. Ce revers illustre l'avertissement du professeur Sadamaki concernant les défis imprévus dans la création d'un monstre en édition limitée. Pendant ce temps, Bladé, s'attendant à l'arrivée de Melty, fut surpris lorsque Kuroatsu arriva seul, sans le monstre. Cependant, Kuroatsu présenta un panier de chocolat, symbolisant les efforts de l'équipe pour créer Melty. Malgré avoir reçu des chocolats de la part du camp adverse, Bladé fut agréablement surpris et sentit que sa Saint-Valentin était devenue inattendument belle. Pendant ce temps, Mizuki, poussé par la nécessité de satisfaire sa faim, rejoignit à contre-cœur l'agence freelance de Matsuyama. Matsuyama et son personnel à temps partiel collaboraient avec des représentants de l'organisation criminelle locale. Comme l'organisation avait du mal à trouver des combattants permanents, la participation de Matsuyama les aidait grandement à remplir leur quota de combat contre les héros. Observant ses collègues incompétents, Mizuki était convaincu que leur équipe n'avait aucune chance contre le groupe de héros. Cette pensée plongea Mizuki dans un profond désespoir. D'autre part, dans une tentative de restaurer la réputation de son monstre créé, le professeur Owen organisa un duel contre un monstre d'Agastia. Blacklore était confiant en son nom. STRE, qui possédait des capacités de lavage de cerveau, croyant qu'il pouvait vaincre l'équipe d'Agastia. Cependant, lorsque le monstre de Blacklore effraya Hydra, ses serpents accompagnateurs ripostèrent avec férocité. Normalement timides, les serpents de Hydra évitaient tout ce qui était effrayant, mais l'ennemi exploita cette vulnérabilité. Par conséquent, l'envoyé de Blacklore subit une défaite significative et la même chose arriva aux autres représentants de Blacklore. Initialement, Wolfbet devait être transporté dans le monde ennemi, mais en raison d'une erreur avec le genre de Wolfbet par l'ennemi, Wolfbet se mit en furie. Le terme incorrect utilisé par l'ennemi perturba l'hypnose de Wolfbet, entraînant un revers significatif pour Blacklore. Cet incident enragua le général Manteau Rouge, le poussant à vouloir punir les monstres. Cependant, le général Manteau Rouge finit par être piégé par sa propre attaque, le plongeant dans le désespoir. Finalement, le général Manteau Rouge démissionna de Blacklore, une révélation qui affecta profondément le professeur Owen, le professeur Sadamaki et Kuroatsu. Intrigué par la réaction du général Manteau Rouge, Kuroatsu chercha à comprendre ce qui l'avait effrayé. Le professeur Sadamaki supposa que le général Manteau Rouge avait peut-être désiré quitter Blacklore depuis un certain temps. Plus tard, l'équipe de développement organisa une fête, bien que le professeur Sadamaki se sentit mal à l'aise de la présence de l'exécutive Kamula. Kuroatsu expliqua que puisque Kamula était présente lors de la discussion de la fête au bureau, il serait impoli de ne pas l'inviter. Le professeur Sadamaki remarqua ensuite le comportement de Kamula lorsqu'elle était ivre. S'inspirant d'expériences passées de boire avec des supérieurs, il anticipait divers scénarios où les subordonnés supportaient les conséquences de la fête. Les supérieurs encourageaient souvent la détente mais finissaient par prendre le contrôle de l'événement, prétendant ignorer la discussion de la fête. Cependant, ils jugeraient plus tard leurs employés, créant une confusion sur le comportement approprié parmi les subordonnés. Lorsque les employés hésitaient à contrarier leur patron, ce dernier s'endormait simplement. Entendant cela, Kuroatsu soupçonna que son patron était effectivement Mégistus. Naturellement, les employés ne se sentiraient pas à l'aise de boire avec un patron qui les rendrait embarrassés. Le problème était que le professeur Sadamaki n'était pas au courant du type de buveur que Kamula serait. Pendant ce temps, Mizuki, qui travaillait comme serveuse dans un café, se sentit mal à l'aise de livrer des commandes à la table de Kuroatsu et de ses amis. D'un autre côté, Kanon se retrouva pris dans les intrigues des filles monstres, dont Wolfbet, Melty et le compagnon de serpent, Hydra. Cela rendit Kanon mal à l'aise car le gang de serpents était mécontent de ses interactions avec le gang de Wolfbet.
Malgré Hydra n'exprimant aucune plainte, le gang de serpents trouvait le comportement de Kanon irrespectueux. Peu de temps après avoir fait face aux critiques du gang de serpents et aux perturbations du gang de Wolfbet, Kanon fut entraîné dans un nouveau débat entre le professeur Sadamaki et Kuroatsu. Initialement indifférent, Kanon se retrouva embourbé dans des discussions mentionnant son nom à plusieurs reprises. Se sentant submergé, Kanon se retrouva dans un tourbillon de conversations séparées. Cependant, la colère de Kamula mit fin aux intrigues impliquant Kanon. En voyant le comportement de Kamula, le professeur Sadamaki réalisa quel était le type de femme qui devenait bavarde lorsqu'elle était ivre. Pendant ce temps, le professeur Sadamaki remarqua que les autres monstres présentaient également un comportement similaire. Cela surprit Kuroatsu, en particulier de voir le paquet complet de sentiments ivres de Hydra, allant des pleurs au bonheur en passant par la colère et même le mal. Cela a créé l'atmosphère de la fête où chaque personne affichait ses caractéristiques uniques lorsqu'elle était ivre. Le lendemain, Kuroatsu emmena Wolfbet se promener. Lorsque Kuroatsu eut besoin d'une pause toilette, des garçons espiègles saisirent l'occasion pour piéger Wolfbet. Ces garçons taquinaient souvent les filles monstres car ils n'étaient pas soumis à la loi même s'ils faisaient quelque chose de mal. À son retour, Kuroatsu trouva Wolfbet acculée. Désireuse de l'impressionner, Wolfbet tenta de riposter, mais Kuroatsu vainquit rapidement les garçons. Elle exprima ensuite son affection particulière pour Wolfbet, affirmant qu'elle la considérait initialement comme une petite sœur mais la considérait maintenant plus comme une fille. Cette révélation surprit Wolfbet, qui préférait être vu comme un fils plutôt qu'une fille. D'un autre côté, Mizuki, fatiguée des défaites répétées, était déterminée à sortir victorieuse des combats contre les héros. Apprenant son désir, Matsuyama lui proposa un entraînement, que Mizuki trouva enrichissant, alimentant son ambition de vaincre un jour les héros. Pendant ce temps, Mégistus annonça une offre d'emploi, incitant les héros à envoyer leurs agents pour infiltrer. Ryo et Yuto se déguisèrent en demandeurs d'emploi et participèrent aux entretiens. Ryo répondit avec confiance aux questions, impressionnant Mégistus. Pendant ce temps, Yuto se sentait un peu nerveux et faillit révéler son identité de super-héros. Dans l'entretien suivant, Ryo parvint à décrire le véritable but d'Agastia dans le déploiement de chaque monstre sur le terrain. Non seulement pour la victoire, mais pour le développement et l'expansion des monstres. Cependant, Mégistus, conscient de leur véritable identité en tant qu'agent de héros, refusa leur candidature. Ce qui conduisit à une confrontation inévitable alors qu'ils insistaient pour poursuivre l'entretien. Au milieu de la bataille, Mégistus disparut soudainement, irritant Ryo qui attendait son retour. Une fois le gang de héros parti, Mégistus réapparut pour reprendre l'entretien. Pendant ce temps, Bladé confronta le dernier monstre d'Agastia, remettant en question la logique derrière l'envoi de monstres faibles. Malgré sa victoire facile sur le monstre, le héros découvrit ses capacités de régénération, lui permettant de se reformer après avoir été divisé. Fièrement, Kuroatsu raconta les efforts de l'équipe pour créer le redoutable Bandersnatch, en mettant l'accent sur la collaboration interdépartementale. Bien qu'étant encore au stade de larve, Bandersnatch ne devait pas être sous-estimé. Plus Bladé utilisait ses armes, plus il y avait de chances qu'un nouveau monstre émerge de l'intérieur du corps de Bandersnatch. Et effectivement, avant longtemps, un monstre haute vitesse émergea de l'intérieur, capable de rivaliser avec l'agilité de Bladé. De manière inattendue, alors que la victoire était presque entre les mains d'Agastia, Bladé fit une percée soudaine. Passant du mode normal, Bladé subit un changement de couleur accompagné de capacités de combat extrêmement puissantes. Enfin, Bladé sortit victorieux du côté d'Agastia. Son passage soudain à un nouveau mode posait un défi important pour Agastia. Cependant, leur budget et leur technologie limitée ne pouvaient pas rivaliser avec les avancées des héros. Cela soulevait des questions sur la manière dont les héros restaient toujours en avance sur le plan technologique et finançaient leurs projets phares. D'autre part, Kenji se trouvait troublé par les changements brusques de Bladé. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi son frère changerait de mode de manière aussi inattendue. Au milieu de sa confusion, le frère aîné de Kenji, qui se trouvait être Bladé, le héros. Kenji chercha alors l'avis du professeur Sadamaki sur ses expériences, mais sans confirmation préalable de la part de l'entreprise. Ces paroles vagues firent soupçonner à son frère sa participation à une affaire de chantage. Le professeur Sadamaki insista pour voir le contrat de travail de Kenji, qu'il ne possédait pas, approfondissant ses soupçons sur le lieu de travail de Kenji. En tant qu'apprenti héros, Kenji ne pouvait pas divulguer les détails de son emploi à son frère aîné. Pendant ce temps, Mizuki assista à un entretien d'embauche. Chez Agastia, où Mégistus mena l'entretien. Mizuki confessa son besoin d'un emploi permanent et fut interrogée sur ses crimes passés. Elle admit des méfaits mineurs comme ajouter du citron à l'assiette d'un client malgré son aversion pour le fruit, faire semblant de travailler lors d'un événement et contrefaire de l'argent. À ce moment-là, Mizuki exprima qu'elle se sentait totalement inutile et que personne n'avait besoin d'elle. Cependant, Matsuyama arriva pour chercher Mizuki. Ensuite, Matsuyama souligna que leur équipe avait vraiment besoin de Mizuki, alors ils se dirent au revoir et quittèrent la salle d'entretien. Plus tard,
l'équipe de développement se réunit pour élaborer une stratégie sur la manière de vaincre Bladé. Kuroatsu proposa d'attirer Bladé dans une bataille aquatique, en tirant parti du monstre aquatique d'Agastia, Sawajin. Ce plan découlait d'une suggestion d'un leader senior, entraînant des sessions d'entraînement à la plage. Melty, Canon, Wolfbet et Hydra se joignirent à la discussion aux côtés de la haute dirigeante, Camula, et d'Arachne. Kuroatsu rechercha les capacités aquatiques de chaque monstre, tandis que Canon et Wolfbet s'engagèrent dans un combat, montrant leurs compétences. Cela intriguait le professeur Sadamaki, qui apprit que les monstres rivalisaient pour l'affection de quelqu'un de spécial. Le conflit entre Wolfbet et Canon s'intensifia, conduisant à un incident où Canon se retrouva submergé. Agissant rapidement, Wolfbet aida, révélant l'arrogance de Canon et la gentillesse de son aîné. Malgré leurs différences, Canon était considéré comme un membre de la famille par Wolfbet. Avec l'aide de Kuroatsu et de l'équipe, Canon fut sauvé, évitant une situation mettant sa vie en danger. En utilisant des tirs, Canon signala son emplacement, et la haute dirigeante fendit l'océan, facilitant son évacuation. En raison de l'action de la haute dirigeante, le phénomène en mer devint populaire dans les journaux. La haute dirigeante ainsi que les autres furent réprimandés par Mégistus parce qu'ils avaient attiré une attention indue. Le soir suivant, après avoir terminé le travail, Kuroatsu décida de manger quelque chose. Alors qu'elle était à l'endroit où se trouvait la nourriture, elle remarqua un homme nommé Toki achetant des cigarettes. Le parfum de cigarette révéla qu'il s'agissait de pigeons hafnium, où l'utilisateur avait besoin de contrôler le plasma. Étonnamment, Toki n'avait pas de contrôleur de plasma avec lui, ce qui amena Kuroatsu à spéculer qu'il pourrait posséder un réacteur nucléaire en lui, suggérant qu'il était un androïde de combat. À sa grande surprise, Kuroatsu réalisa qu'elle se trouvait dans un lieu de rencontre fréquenté par d'anciens membres du personnel des organisations de héros et de méchants. De plus, elle apprit que la tante du propriétaire de l'endroit où se trouvait la nourriture était une ancienne héroïne magique. Pendant ce temps, l'équipe de développement réussit à créer un nouveau monstre, Mumi. Contrairement aux créations précédentes, Mumi était équilibré en force et en agilité, posant un défi au héros Bladé. Cela amena Bladé à changer de mode de combat. Cependant, au milieu de leur confrontation, une idole apparut soudainement sur l'écran de télévision à proximité, captant l'attention de Mumi et de Bladé, interrompant leur bataille alors qu'ils regardaient la diffusion. Lorsque Wolfbet et Kuroatsu approchèrent de la scène de combat, ils perdirent de vue Mumi. Inquiets, ils discutèrent de la situation avec le professeur Sadamaki. Apprendre la disparition de Mumi pendant la bataille souleva des soupçons de dysfonctionnement, mais peu de temps après, Mumi retourna à la base. Incapable de parler, Mumi communiqua par écrit, exprimant sa fatigue de combattre et son désir de poursuivre une carrière en tant qu'idole. Kuroatsu et ses amis furent surpris par la révélation que le monstre combattant aspirait à devenir une idole. Déterminé à ne pas décevoir Mumi, Kuroatsu sollicita l'aide de Wolfbet en tant qu'entraîneur de Mumi. Les autres monstres étant jugés peu fiables, il ne comptait que sur Wolfbet. Pour répondre aux aspirations de Mumi, Wolfbet accepta de lui apprendre à danser. Cependant, pendant l'entraînement, Mumi blessa accidentellement le bras de Wolfbet, ce qui la fit se sentir désolée et décider d'arrêter l'entraînement. Dans sa quête de paix intérieure, Mumi fut approchée par Camula, qui proposa de l'aider à réveiller sa voix. Cependant, les méthodes de Camula furent jugées excessives, ce qui fit s'évanouir Mumi de choc. En reprenant conscience, Mumi décida de retourner à la base, où le chant mélodieux de Wolfbet reçut des éloges de la part de Kuroatsu, au grand embarras de Wolfbet. Il s'avéra que Wolfbet, sachant que Mumi ne pouvait pas chanter, avait essayé d'enregistrer sa propre voix pour qu'elle fasse du playback lors du concert. Cependant, Mumi s'y opposa, estimant que c'était malhonnête. Elle voulait utiliser sa propre voix, bien qu'elle ne puisse initialement pas chanter. Avec les efforts de recherche du professeur Sadamaki et de Kuroatsu, une percée se produisit. Bien que Mumi ne puisse toujours pas chanter, elle pouvait désormais prononcer diverses phrases, étonnant Kuroatsu et le professeur Sadamaki. Il fut ensuite découvert que Camula était responsable d'avoir permis à Mumi d'avoir une voix. Déterminé à réaliser le rêve de Mumi, Kuroatsu et son équipe organisèrent le premier concert de Mumi en tant qu'idole. À travers son dévouement et son travail acharné, Mumi offrit une performance impressionnante qui laissa tout le monde en admiration. Après le concert, Mumi exprima sa gratitude à Kuroatsu et à ses amis, attribuant son succès aux individus talentueux d'Agastia. Plus tard, Mégistus révéla qu'il était responsable de la création des paroles, de la musique, de la chorégraphie et de la production de la performance de Mumi. Cela surprit Kuroatsu et ses amis, bien que cela fût déjà largement connu au sein de l'entreprise que Mégistus était le prodige d'Agastia. Pendant ce temps, Kenji se sentait étrangement attiré par Mumi, la reconnaissant de quelque part. Il admirait sa voix mélodieuse et ressentait des papillons dans le ventre en voyant sa photo. Ignorant le danger qu'elle avait autrefois représenté en tant qu'ennemi des héros, l'attraction de Kenji restait innocente. Lors d'une conférence avec les cadres d'Agastia, Kuroatsu et Wolfbet se sentirent mal à l'aise, surtout parmi les hauts responsables.
Kuroatsu exhorta Wolfbet à rester calme, car il visait à recueillir des informations pour références futures, espérant que Kuroatsu pourrait un jour devenir cadre. L'ambition de Kuroatsu de s'impliquer dans les affaires des cadres mit en colère Wolfbet, mais tous les cadres n'étaient pas présents à la réunion. Kamula était occupé avec le travail, et Amano Iwato et Kraken avaient choisi de garder la base, estimant qu'il était nécessaire que les cadres soient présents pour des raisons de sécurité. Le favoritisme de Skyla envers Wolfbet, l'utilisant comme référence pour ses propres actions, le rendait appréhensif, incapable de refuser ses ordres. Au cours de la conférence, l'équipe locale de héros de l'organisation rangée ninja surveillait attentivement et saisissait toute opportunité pour attaquer. Cela perturba la complicité entre Skyla et Wolfbet, la mettant en rage. Malgré le fait de cibler non seulement Skyla et ses alliés, mais aussi d'autres cadres, les tentatives des Ninja Rangers tombaient toujours à plat. Leur recours à des robots géants ne faisait qu'aggraver le danger pour les civils, ce qui amena les cadres d'Agastia à intervenir. Fafnir, invité à la conférence, contrecarra rapidement le robot et vainquit les Ninja Rangers d'un seul coup, gagnant l'admiration des citoyens. Le groupe de cadres, avec l'équipe de développement, immortalisa l'instant en photo pour marquer l'événement. D'autre part, le haut responsable se sentit négligé lorsque ses cadres partirent en vacances sans lui. Tout en exprimant sa frustration, il se lança dans un jeu, que Mizuki connaissait et auquel elle se joignit. Avec l'aide de Mizuki, le haut responsable sortit vainqueur à chaque tour. De retour chez elle, Mizuki reçut des nouvelles de Matsuyama concernant une opportunité d'emploi dans une grande entreprise. Ils se dirigèrent vers le lieu de travail, pour découvrir qu'ils avaient été invités par le haut responsable d'Agastia à rejoindre l'équipe de cadres. Accueilli par les autres cadres, Mizuki fut surprise de l'honneur qui lui était fait. Cependant, son rôle au sein de l'équipe de cadres d'Agastia consistait principalement à accompagner le haut responsable lors des séances de jeu. Tandis que Matsuyama avait pour tâche de servir des rafraîchissements et de masser les épaules du haut responsable. Lors d'une de leurs séances de jeu, le haut responsable reçut un appel de Mégistus. En même temps, ils rencontrèrent des représentants d'une société étrangère nommée Zé. Zé manifesta son intérêt pour une collaboration avec Agastia, mais plutôt que de prendre une décision immédiate, ils accordèrent à Agastia le temps de considérer leurs propositions. Cependant, en quelques jours, Zé lança une invasion à travers le Japon, révélant leur véritable intention de prendre de force le contrôle d'Agastia en attaquant ses succursales. Ce qui représentait une menace pour les civils. Zé déploya alors un grand nombre de forces robotiques dans toutes les directions. Malgré l'assaut de l'ennemi, Agastia refusa de se rendre et continua de résister. L'organisation de héros rejoignit la bataille, surprenant Zé car elles étaient censées être ennemies selon les informations antérieures. Zé réalisa bientôt que dans des situations désespérées, d'anciens ennemis pouvaient s'unir en alliés pour protéger le Japon de la destruction. Submergé par la force de l'ennemi, Zé se lança dans la bataille. Leur puissance était redoutable, car même le héros bladé ne pouvait les vaincre. Au milieu de la tension, le professeur Sadamaki et le professeur Oen arrivèrent pour fournir un dispositif développé précédemment par Kuroatsu. La collaboration entre les deux professeurs de différentes organisations améliora le design de Kuroatsu. Malgré la blessure de Wolfbet, Kuroatsu utilisa le dispositif, ce qui causa des inquiétudes car il avait déjà explosé lors de tests précédents. Cependant, Kuroatsu restait confiante que le dispositif les mènerait à la victoire. Pendant ce temps, à la base, Matsuyama et Mizuki demandaient des renforts. Selon les informations du groupe de Mizuki, les organisations de héros et de méchants de différentes régions se sont également unies pour aider dans la bataille contre les envahisseurs étrangers. Cette alliance inattendue vit d'anciens ennemis travailler ensemble contre une menace commune. Grâce à la collaboration de Bladé et de Kuroatsu, ils parvinrent à vaincre Zé. Cependant, Kuroatsu se retrouva incapable de retirer son armure, et lorsqu'elle demanda l'aide de Bladé, le héros s'évanouit car il ne supportait pas de l'aider à enlever son armure de femme. Les deux professeurs travaillèrent sans relâche toute la nuit pour trouver une solution, sachant que tant qu'ils n'auraient pas réussi, Kuroatsu resterait vêtu de son armure. Pendant la journée, Kuroatsu, toujours dans son armure, visita le lieu de travail de Kenji, également connu sous le nom de Bladé. Kenji fut choqué de la voir dans son armure de monstre, mais Kuroatsu resta imperturbable, commandant son riz préféré alors que l'histoire se conclut. Leçon morale de l'histoire, soyez toujours prêt à tendre la main, même si cela signifie aider un méchant à combattre d'autres méchants ou à les aider à sortir de leur armure serrée.